Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Flore Vasseur. Bonjour Flore. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler d'un tout dernier documentaire que vous allez diffuser sur Arte les 10 juin et 15 juin prochains. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la particularité de votre parcours qui vous a amené de Manhattan, de New York à Moscou pour rencontrer Edward Snowden? J'ai un démarrage de vie avec une carrière toute tracée, de bonne petite du capitalisme mondial. Je fais des bonnes études, je suis bonne élève. Et à 24 ans, j'ai ma société à New York, en pleine bulle Internet. Et voilà, je fais partie de ce film-là, de cette époque-là. Vraiment, je suis une fille de mon époque pour le coup, c'est-à-dire voilà les années 90 glorieuses quoi. Voilà. Et j'assiste au 11 septembre du toit de mon bureau. Et là, j'ai tout, mais absolument tout, qui se fissure en moi. J'ai une espèce de grand balafre. Et tout ce en quoi je croyais, toutes les histoires en lesquelles j'avais cru finalement explosent devant moi avec ces tours. À savoir que l'Amérique libère les foules. L'internet aussi, que le progrès c'est la consommation, enfin tous ces trucs auxquels j'ai cru m'explosent à la figure et avec recul c'est une grande chance puisque je me rends compte que je suis le produit d'une époque mais que je ne suis pas moi, que j'ai pas du tout une maîtrise de mon histoire et donc je me rends compte avec la lecture que j'en fais maintenant, parce que sur le moment c'est pas un plan écrit d'avance, loin de là, je me rends compte qu'en fait tout ce que je fais depuis n'est qu'une déconstruction de tout ce qu'on m'a donné, que la société m'a donné comme certitude. Et ça, je le questionne depuis 15 ans avec des livres et depuis quelques années des documentaires. Donc je fais un premier livre en 2006 qui s'appelle Une fille dans la ville, qui est en fait le récit de cette désillusion énorme en fait, de cet arrachement à cette éducation et à ce formatage, donc ce démoulage, j'ai envie de dire. Donc je questionne ce monde-là. Je tire mon fil, je fais un deuxième livre sur l'emprise de la finance sur notre société, et c'est un roman. Je trouve que la figure du roman est bien plus intéressante que l'essai parce que voilà, vous racontez une histoire et donc vous prenez la main de quelqu'un et c'est quand même beaucoup plus efficace pour faire passer des idées, même si c'est beaucoup plus de travail. Et donc j'adresse cette question de pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que la finance a pris tout ce pouvoir. Je traite dans ce livre de finance algorithmique, de Bilderberg. Alors je frise la théorie du complot. J'en fais une matière romanesque. Je pense que le roman aide vraiment à approcher de la réalité et à se dégager aussi des théories des uns des autres. C'est en tout cas une matière hyper intéressante à bosser. Et ce livre sur la finance, qui décrit cette emprise de la finance et de la technologie sur notre monde, me pousse vers une autre question, puisque de question en question, j'apprends, mais aussi je rebondis, donc mes questions s'affinent, et j'aboutis à la question qui gouverne. Finalement, pourquoi est-ce que la finance a pris autant de pouvoir? Si elle en a autant, c'est qu'on lui a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Etc. Et donc j'aboutis à mon troisième roman, En bande organisée, sur les collusions au pouvoir, les arrangements entre finance, politique, médias. C'est pas une théorie du complot, c'est juste la réalité. Comment tout ça se tient et tout ça s'honore et tout ça s'organise. Et mon troisième livre donc s'appelle En bande organisée. Il traite d'une espèce de corruption morale à l'œuvre. Voilà. Et donc ça, c'est la boucle des livres. Et étonnamment, les documentaires, qui est une forme d'écriture, finalement, qui est entre le journalisme et la fiction. Donc ça me va bien, puisque moi, tous mes livres sont inspirés de faits réels, et puis après, je rajoute une bonne couche de fiction. Prennent la suite. Je travaille avec effectivement Larry Lessig, qui est non seulement le pape du droit d'auteur sur Internet aux États-Unis et un pionnier de l'Internet, mais aussi un homme qui, depuis presque 10 ans maintenant, s'intéresse à la corruption
systémique au système américain qui nous explose à la figure aujourd'hui. Donc là, je fais un premier récit sur lui, puis un doc, et puis du coup, je m'intéresse à son combat, à ses différentes initiatives pour s'approcher de ce qui nous tient en fait, puisque qui gouverne en fait, c'est qui tient nos chaînes. Et vient des suites de nos discussions, des différents travaux qu'on fait, et aventure pour moi à chaque fois, puisqu'un film, un livre, c'est une aventure formidable. On ne sait jamais ce qu'on va récupérer, et puis on se transforme à chacune de ces moments-là. Vient dans une conversation l'idée d'avoir une conversation qui, on le constate, lui, moi, n'a lieu nulle part, qui est comment sauver la démocratie finalement? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? On est noyé sous les présidentielles aujourd'hui, exactement aujourd'hui, nous, sur les nouveaux membres du gouvernement. C'est intéressant, mais les questions de fond, là, elles sont où? Alors justement, parce que ça m'amène à la question suivante, qui est la genèse du documentaire dont il est question aujourd'hui, qui est Meeting Snowden, donc qui est la rencontre entre Edward Snowden, que tout le monde à peu près connaît, en tout cas nos lecteurs, Larry Lessig, dont on vient de parler, et la fondatrice du Parti Pirate en Islande, donc Birgitta Jónsdóttir. Ma question était de savoir comment la genèse s'était faite de ce documentaire. Alors il se trouve que parallèlement à ce que j'avais fait avec Larry, j'avais aussi travaillé sur Birgitta Jónsdóttir, qui fait partie pour moi du même groupe de personnes qui ils sont pas très nombreux. En tout cas, ils sont très nombreux, mais ils sont pas très nombreux à avoir cette surface d'exposition, même si la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Pour moi, ils sont éminemment visibles, mais encore une fois, le système médiatique est fait de telle manière que c'est très difficile pour eux d'exister. Donc Birgitta Jónsdóttir, moi j'ai fait un papier sur elle il y a 2 ans pour la revue 21 que j'engage tout le monde à lire, et j'avais donc tracé son parcours de punk autodidacte, revenu des drogues, de l'alcool, de l'amour aussi, qui s'engage en politique à la faveur des subprimes que moi je travaille dans Comment j'ai liquidé le siècle. Donc tout résonne en fait, et donc c'est des gens, je suis forcée de tomber sur eux, et donc je la rencontre pour ce long récit que je fais. Je raconte son histoire. J'y crois dur comme fer que fondatrice du Parti Pirate, dotée de plus de 30% des intentions de vote aux prochaines élections, dans un pays que moi j'admire, notamment non seulement parce qu'il est sublime, mais parce que ils ont justement résisté hyper bien à l'influence de la mondialisation. Aussi ils sont sur une île et ils sont loin de tout et des radars et ils sont pas nombreux, donc il y a aussi plein de raisons. C'est pas juste des Vikings, mais il y a quand même cette énergie chez eux que je trouve absolument sublime. Donc je me prends de passion pour cette histoire et d'empathie pour cette femme et son combat. Et donc quand on a cette discussion avec Larry, qui lui-même est alors en train de projeter de prendre une année sabbatique en Islande, parce que l'Islande a eu ce processus extraordinaire de réécriture totale de sa constitution via Internet, et que Larry est un constitutionnaliste. Bref, tout résonne. Et donc, dans la discussion avec Larry, je me dis, mais tiens, il faudrait qu'il y ait Birgitta aussi. Donc, on a cette idée, et puis je me dis mais c'est pas possible, ça va jamais se passer, ils vont jamais dire oui. Et puis Birgitta dit oui, et puis les avocats de Edward Snowden disent oui, donc lui dit oui. Et puis après reste à organiser cette rencontre quand même pour moi avec 3 figures emblématiques de ce mouvement mondial de la défense de la liberté, mais aussi pour moi 3 monstres sacrés, complètement noyés sous l'actu, etc., mais qui sont pour moi les rares à porter une parole que j'estime moi, voilà. Après chacun en jugera, mais juste en fait, et hyper utile. Alors justement, le documentaire est en 3 parties. Il y a une première partie qui est un peu la présentation de chacun des 3 protagonistes, pour les gens qui ne les connaîtraient pas, et on a toujours des choses à apprendre sur eux. La deuxième, c'est la rencontre à proprement parler, puis après la 3e partie, c'est plutôt le débrief de chacun sur cette rencontre. Le parti pris a été de parler vraiment de l'axe de la démocratie et pour ainsi dire quasiment pas de la surveillance. Alors ça peut paraître un peu étonnant d'aller voir Snowden pour parler de démocratie plutôt que de surveillance. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ouais.
Alors, moi, j'y suis allée en tant que réalisatrice et pas du tout que de journaliste. Ok. Donc, j'avais une idée en tête. Pour moi, il y avait une conversation qui n'avait lieu nulle part. Je trouve qu'on en crève de pas l'avoir cette discussion. Donc, moi, mon point, il était d'avoir cette discussion. Point. Par ailleurs, le sujet de la surveillance de masse est très, très intéressant, très grave, tout ce qu'on veut. Mais c'est un symptôme. C'est un symptôme de cette déliquescence de la démocratie. Donc, est-ce que je traite du symptôme ou est-ce que je traite de la cause ? Franchement, à chaque fois que Snowden est interrogé, on lui pose les mêmes questions. Moi, je les ai vues, je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu beaucoup. Si c'est pour faire le travail que d'autres ont fait, je trouve que c'est une très mauvaise utilisation de son temps et de mon temps et de la confiance qu'on me fait. Donc, le pari, c'était de dire qu'il avait quelque chose d'autre à dire. Le pari, c'était de dire que son acte était le reflet d'une conviction qu'il n'avait pas encore exprimée. Et c'est ça que je suis allée chercher. Voilà. Mais vous, d'avoir fait ce documentaire, qu'est-ce que vous retenez comme élément fort sur la démocratie et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait éventuellement sauver la démocratie ? Quelles sont les pistes à poursuivre ? Là, je fais référence notamment à la toute dernière séquence, peut-être. Donc bon, la conversation, effectivement, je vais essayer. C'est un petit peu un exercice difficile parce que j'encourage vraiment à aller voir, à regarder ce film. D'ailleurs, il est diffusé sur une télévision publique. Voilà, c'est financé par de l'argent public. Je dis pas que c'était une œuvre d'utilité publique. Ça serait vraiment me jeter beaucoup de gloire. Mais en tout cas, il est créé. Il est fait, et tout ce qui nous a animés tous, du producteur à la chaîne aux acteurs, j'ai envie de dire, c'était un souci quand même d'utilité. Donc voilà. Donc ça me pose problème de mettre des mots sur leurs mots, parce qu'en plus ils le disent tellement mieux que moi. Mais bon, donc ça part d'un constat sur la démocratie, ça parle d'une analyse de pourquoi cette démocratie en est là, et ça parle effectivement de solutions. Et on peut parler de beaucoup. J'ai dû faire un choix sur ces différentes solutions. La plus importante évoquée est celle et la plus difficile probablement à changer, est celle d'une représentation culturelle de ce qui est valorisé aujourd'hui ou pas. S'intéresser à des questions, s'intéresser à la démocratie, ça reste perçu comme une perte de temps, comme quelque chose de pas efficace, de pas rentable. En fait, ce film, il parle de notre système de valeurs. En fait. Et notre système de valeurs, aujourd'hui, il est organisé autour de la doctrine économique dominante. Donc, la rentabilité en tout, l'optimisation, le court terme, etc. Ce film adresse ce choix et la possibilité de chacun de s'en dégager. Et la réalité, qui est qu'il y en a un tas qui se dégagent. L'autre réalité qui vient se plaquer là-dessus, c'est qu'en fait, le système médiatique ne le regarde pas, ne met pas en valeur et ne valorise pas les gens qui se bougent, qui font des choses intéressantes. Et il y en a partout. Et ce film leur est dédié, en fait. Il est fait pour eux. Il n'est même pas fait pour Snowden, Lessig ou Jens Dottir. Il est vraiment fait pour tous ceux qui représentent. Eux, ils sont avancés, ils ont été sur la ligne de front, ils sont encore vivants. Il y en a un tas qui sont morts, des gens comme eux. Profitons-en. Et pour comprendre ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont vu, et savoir que derrière eux, il y a une armée, en fait. Et ce film finit sur cette armée. Voilà. Alors effectivement, on ne dira pas comment, mais effectivement, c'est la toute dernière séquence du... Alors, je voudrais dire, je filme pas sur des armées de hackers, en capuche, machin, et c'est pas le sujet. On parle de citoyens. Oui, ils en sont aussi, hein, mais voilà... Oui, effectivement. Et puis ça me laisse penser que chacun peut reprendre ce destin-là en main, qu'on est tous acteurs. Et alors justement, ça aborde un petit peu aussi la notion de dilemme entre les intérêts, l'intérêt général. Alors on oppose souvent l'intérêt général à l'intérêt privé de particuliers. Là, c'est intéressant, ça oppose le dilemme entre l'intérêt général et son intérêt individuel, la mise en danger qu'on peut avoir, comme Edward Snowden. Et puis aussi, ça me parle du droit à l'échec en quelque sorte pour les individus, c'est-à-dire qu'on évolue par étapes, et pour une société, la nécessité de l'échec pour rebondir. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? C'est peut-être là que ça reboucle avec ce que je vous ai dit précédemment sur ma propre histoire et sur ces choses qu'on m'avait dites et que je considérais comme vraies. Ce que pose la culture dominante, et c'est pas un gros mot de le dire, c'est finalement résumé en 3 slogans.
enjoy, just do it, parce que tu le vaux bien. Et on en meurt. Mais on en meurt, mais voilà. Et l'autre, le pendant de ça, c'est ce qui est finalement une ressucée marketée de ce que ça dit, c'est la somme des intérêts privés conduit à l'intérêt général. Ça, c'est libéralisme. Mais sauf que c'est faux. Sauf que ça marche pas. Donc voilà. Donc ça est en train d'être dégommé. Ce que dit le film sur l'engagement, finalement, dit aujourd'hui. Défendre une cause qu'on considère juste, s'engager, c'est pas valorisé socialement. Ce qui est valorisé, c'est ce qui est rentable immédiatement, c'est le statut, c'est ce qui nous glorifie. Et donc on a bien un problème. On a un problème de modèle économique, etc. Mais on a un problème de représentation de ce que c'est que la réussite. La réussite, c'est s'acheter un nouveau smartphone. Voilà, c'est ça. La stupidité du système actuel, c'est Kim Kardashian, c'est la télé-réalité, c'est les footballeurs. Enfin, je veux dire, on peut les sortir tous les réceptacles de cette. J'ai rien contre ces gens-là. Je veux juste dire de quoi ils sont le témoin, de quoi ils sont le symptôme. Donc, plus exactement. Donc, et l'incarnation. Donc, il faut les voir pour ce que c'est. Donc, notre système de réussite, notre système de valorisation de la réussite, tout ce qu'on considère comme de la réussite aujourd'hui, est complètement creux. Ce qu'on considère comme de l'échec est plein de sens. Et en fait, on le stigmatise. Et donc, ce film dit qu'effectivement, peut-être qu'échouer, c'est réussir. Dans ce monde-là, aujourd'hui. Que réussir, c'est perdre. En fait, réussir, je pense que c'est ça. C'est à chaque fois, aujourd'hui, réussir, c'est perdre. Réussir, si c'est acquérir un nouvel objet, quel est le coût de ça ? Quel est le coût social, collectif de ce produit, de cet acte ? Et peut-être qu'il faut qu'on inverse complètement notre système de représentation. En tout cas, pour tous ceux qui s'engagent et qui ont l'impression de ne faire aucune différence, eux, moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent parce que je veux pas qu'ils arrêtent. Et leur dire que l'idée de dire on va changer le monde est une hérésie absolue. C'est pas vrai. Si vous êtes parti, c'est comme écrire un livre pour être riche ou pour tout à coup avoir la vérité. C'est pas vrai. Par contre, vous avancez, vous faites progresser une conversation. Et l'idée, c'est la croyance. Alors, est-ce qu'elle est fausse, qu'elle est juste, que quelqu'un d'autre va prendre ce que vous avez fait et le pousser un petit peu plus loin. L'idée, c'est de parler d'une courbe d'apprentissage et pas d'une destination, pas d'un objet fini. L'idée, c'est de montrer, une tendance. C'est de montrer un chemin qu'on est tous en train de faire et sur lequel on a tous un petit pas à faire. Parce que, alors là, on bouge. Et non pas quelque chose qui, tout à coup, la solution qui va sortir d'un cerveau brillant de je sais pas où et qui va tout changer. C'est faux, ça n'existe pas. Donc il y a à la fois plein de désillusions, plein de démontages en règle, mais moi que je trouve assez jouissif, parce que de toute façon, je pense qu'on est prêt, là. Je veux dire... je pense que concrètement les preuves sont évidentes. Ce n'est plus un complot, ce n'est plus un blasphème. C'est juste autour de nous. Il est temps. On est juste au bord de l'abysse. Et c'est assez jouissif parce que finalement il y a plein de potentialités. Mais il faut vraiment une énorme dose. J'espère que je l'ai. En tout cas, eux l'ont. Et c'est la plus grande leçon d'humilité. Bien, Floresseur, il me reste à vous remercier et à très bientôt. Donc, le samedi 10 juin, 23h30 et le jeudi 15 juin, 23h30 aussi sur Arte. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.